merci de votre présence. Donc, pour cette deuxième journée du colloque, je suppose que la plupart d'entre vous étaient là déjà hier. Bon, je me présente rapidement. Moi, je suis Jocelyn Morisson. Je suis journaliste pour l'INRES, Inexploré, le magazine Nexus, Le Monde des Religions, voilà ce genre de magazine. Je travaille également dans l'édition comme auteur, traducteur, notamment pour les éditions Guitry Daniel. Donc, comme je ne l'ai pas fait hier, je précise, parce qu'on m'a demandé. Donc voilà, je vous présente Laurent Boulanger, qui va être le premier intervenant de la journée. Laurent est iridologue, naturopathe, énergéticien, médium, toutes sortes de choses qui vont ensemble. Et il va nous parler de sa rencontre avec le spirituel et livrer quelques cas concrets de médiumnité. Sa conférence s'intitule « Expérience médiumnique et septième sens ». Et avant de lui donner la parole, je vous rappelle que nous avons une salle en haut où vous pouvez trouver les livres, il y a des cafés, etc. aussi, et vous pouvez rencontrer les auteurs. Voilà, merci et bonne journée à tous. Bonjour tout le monde, merci d'être venu. Je suis très content qu'il y ait autant de monde, c'est très impressionnant, puis je ne vous vois pas en plus. Alors, on va essayer de faire court, parce que sinon j'aurais plein de choses à vous dire, évidemment. En préambule, je voudrais d'abord remercier les organisateurs de m'avoir invité. Merci beaucoup, je suis très fier, très heureux d'être avec vous. Et puis, aussi en préambule, je voudrais vous dire que je ne vous demande pas de me croire. Surtout, ne me croyez pas. Expérimentez, mais ne me croyez pas. Entendez, si vous avez envie. Je voudrais vous présenter un petit peu mon parcours, parce que, non pas parce que c'est moi et que ça, c'est pas le plus important, mais parce que ça peut vous arriver. Et parce que sûrement, ça vous est peut-être déjà arrivé. Donc, c'est important qu'on vous le dise. Je vais faire une toute petite présentation. Donc, effectivement, je suis iridologue naturopathe, etc., etc., géobiologie, etc. Donc, ça fait un certain nombre de sujets que j'aborde depuis des années. J'ai un cabinet donc, à Louhans, en Saône-et-Loire. Je voudrais vous raconter ma rencontre avec ce qu'on pourrait appeler les guides, le spirituel, parce que c'est arrivé d'un coup quand même. C'est quand même assez troublant quand on n'est pas préparé. On en parlait hier. Alors, depuis que je suis tout petit, souvent les gens disent on sent des choses. Ben oui, parce que tous les enfants sentent des choses en fait. Ma première rencontre avec, on va dire, l'inexpliqué. Je préfère le mot inexpliqué à paranormal, parce que le paranormal, c'est du normal qu'on n'a pas encore vraiment identifié. Alors que l'identifié, bon, le non identifié, on sait ce que c'est, à peu près, ou pas. Donc à 10 ans, première expérience, on va dire, assez peu commune, rencontre avec un ovni. Eh oui, comme quoi, ça mène à tout. Un ovni à 50 mètres de moi, 3 mètres du sol, etc. Première expérience. À 12 ans, premier contact physique avec ce qu'on pourrait appeler, alors qu'il n'aime pas du tout qu'on dise ça, un défunt. Donc quelqu'un qui n'est plus dans son corps, en fait, mais qui est exactement pareil qu'avant, ou presque. Donc là, on me remonte mes draps en pleine nuit. Alors j'étais déjà farceur à cette époque-là, à 12 ans, et j'étais réveillé. Vous savez, quand on est réveillé, mais qu'on n'a pas ouvert les yeux, on se dit, ça sert à rien, de toute façon, il fait nuit. Bon. Et là, on me remonte mes draps. Ah, ben je dis, tiens, c'est ma mère, forcément. Alors comme j'étais farceur, j'ai ouvert les yeux, puis j'ai fait, ouh, il n'y avait personne. Enfin, en tout cas, mais à 12 ans, ça fait bizarre. Donc, je vous fais court, hein, mais de 12 ans à une trentaine d'années, en fait, j'ai dormi avec mes draps comme ça. Ah oui, ça parle peut-être déjà à certains, parce que ça arrive. Hein. Refermons tout ça. Et puis, bien après, j'ai un peu mis ça de côté, hein, comme beaucoup de gens d'ailleurs. Et puis, il y avait des choses qui m'apparaissaient comme normales. Par exemple, mes filles faisaient du basket. Et quand elles se blessaient, je passais les mains, un peu comme la maman va faire le bisou qui soigne, et hop, ça repartait, quoi. Ça me semblait logique. Et ça l'est d'ailleurs. Et puis, jusqu'en 2010. Alors, en 2010, c'est passé un truc de dingue. Vous voyez, ça fait pas si longtemps, en fait. Hein. Si je m'étais dit qu'un jour, je serais là devant vous, vous imaginez ? 2010, j'avais une amie qui est médium. Alors, je me disais, ouais, vraiment un super bel médium, incroyable, qui me donne des preuves. Parce que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, et ça je tiens à le dire, je ne suis pas
Voilà. Moi, j'aime bien qu'on me prouve. Hein. C'est-à-dire que les gens qui me disent quelque chose, il faut qu'on me prouve, toujours. Ben, je pense comme tout le monde, un peu. Et cette amie me parle de mon père, me donne des choses qu'elle ne pouvait pas savoir. Donc j'ai toute entière confiance en elle. Et elle me dit un jour, Laurent, je vais aller discuter avec le curé d'Ars. Alors, petite précision, même si j'ai une foi maintenant qui est immense, et je veux choquer personne, mais je ne suis pas du tout dans la religion. Je n'ai pas été élevé comme ça. Voilà, d'ailleurs j'ai 4 enfants, les 4 ne sont même pas baptisés, enfin, c'est pour vous dire. Je viens vraiment de très très loin. Hein. Et puis avant ça, j'ai fait du transport et de la logistique pendant 20 ans, ce qui n'est pas forcément non plus très spirituel. Donc elle me dit, je vais aller parler avec le curé d'Ars. Alors moi, complètement inculte dans le sujet, il faut vraiment que je vous le dise. Pour moi, le curé d'Ars, c'était vivant. Bon, bah oui. Alors j'avais pas trop... Est-ce que les églises, tout ça, sont des endroits de recueillement, mais qui ne m'attirent pas forcément à la base. Hein. Alors elle a insisté, je vous le fais court aussi, sinon on va déborder. Et on se retrouve à Ars. Alors Ars, c'est une petite commune, Ars-sur-Formans se trouve à côté de Villefranche-sur-Saône. Et je me suis dit, bon, bah, je vais emmener ma femme, mon petit garçon, on va aller avec elle, elle ira parler avec le curé d'Ars, nous on attendra, puis on visitera, puis voilà. Bon, nous voilà à Ars. Je vous passe les détails. Elle finit par me faire rentrer dans la cathédrale d'Ars, la basilique. Bon, alors je rentre dans la basilique, et au milieu de la basilique, évidemment, pour ceux qui connaissent, on a un promontoire dans lequel est inséré un cercueil en verre et dans lequel repose le saint curé d'Ars. Pauvre homme, il est décédé depuis un petit moment quand même. Moi, je ne savais pas. Alors, je vais vous dire, ma réaction, elle a été bizarre parce que j'ai dit à ma copine, quand même, voilà quoi, c'est un peu, voilà, c'est le genre de truc. Je suis pas forcément à l'aise avec ce sujet-là à la base. Elle me dit si, il fallait que tu viennes. Bon. Elle me dit, il faut que tu t'agenouilles. Ma foi, de toute façon, il y avait plein de gens. Tu verras pas. Donc, je me suis agenouillé. Et en fait, c'est là où ça a commencé, c'est-à-dire que une fois agenouillé, pendant environ, on va dire 30 secondes, de l'air. J'ai reçu de l'air. Bon, alors vous savez, on est quand même rationnel à la base, de l'air, qu'est-ce que ça peut être? Alors, ces 30 secondes, c'est long, on a le temps de... Je me suis dit, il y a peut-être une fenêtre. Alors, des basiliques, une fenêtre, on oublie. Bon, une porte qui était ouverte derrière, non, rien. J'ai même pensé, vous imaginez les images qu'on a, à Marilyn. Vous savez l'image de Marilyn? Il y a une bouche d'aération. Non, non plus. Mais oui, c'est comme ça que ça s'est passé. Bon, et de l'air tiède. Pas froid, pas chaud, mais tiède. Donc je demande à mon ami, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, c'est rien, il te souffle dessus. Alors pour quelqu'un qui, à la base, si vous voulez, là, je n'avais pas d'explication. Hein. Et je me suis relevé, j'avais les genoux qui tremblaient un peu. Et voilà. Alors quand je lui ai demandé pourquoi il me soufflait dessus, elle m'a dit je ne sais pas. Bon. Et voilà. Donc on a fait le tour du lieu. Je me suis renseigné évidemment après sur l'histoire du Saint Curé d'Ars. Et le Saint Curé d'Ars, c'était d'ailleurs un curé qui faisait donc son travail de curé, bien sûr. Mais en même temps, il passait les mains. Hein, donc il distribuait de l'énergie, il soignait les gens. Et quand vous allez là-bas, vous verrez, il y a des remerciements plein de murs. Il y a des béquilles, etc., des gens qui ont marché. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il a été évidemment canonisé, cet homme. Bon. Et il disait une chose qui était intéressante. Il disait, vous savez, quand il y a une guérison qui s'effectue, moi je fais rien, et c'est Sainte Philomène qui fait tout. Bon, voilà. Si vous voulez, mon expérience a commencé comme ça. Je suis retourné à mon cabinet, et puis je continue mes activités. Jusqu'au jour où, très peu de temps après, j'ai commencé à voir et entendre Sainte Philomène. Donc c'est très bizarre. En fait, vous avez l'impression que, je rassure tout le monde, normalement je vais bien au niveau de la santé. C'est comme s'il y avait un écran, un petit peu de cinéma qui s'ouvre à l'intérieur de votre tête, et vous avez une image, le son, l'image, tout ça. Alors ça fait bizarre. Et donc la première des choses qu'elle m'a dites, elle m'a dit, tu sais Laurent, sans vouloir choquer toujours personne, elle me dit, il ne faut pas croire forcément les religions, il faut croire en nous. J'ai bien aimé ça. Je pense que si elle ne m'avait pas dit ça, j'aurais un peu freiné des deux pieds, moi qui ne veux pas m'enfermer dans rien. Alors, comme j'avais le son et l'image, quand même vachement sympa, donc on peut poser des questions. Donc même pas peur. J'ai dit alors, ok, mais alors ça sert à quoi les religions?
Alors voilà l'image qu'elle m'a donnée. En fait, Sainte Philomène, quand elle s'adresse à nous, en tout cas à moi, comme je suis quelqu'un de simple, il me faut des choses simples. Donc elle me dit, voilà, les religions, je t'explique. C'est comme quand tu es sur le quai d'un port, tu as plein de bateaux à quai, plein. Ils sont tous aussi beaux les uns que les autres. La religion, c'est ça. Tu peux monter dans le bateau, mais si tu montes dans le bateau, il faut que tu saches que c'est pour aller sur une des îles là-bas, de l'autre côté, que tu ne connais pas. Prends le bateau, traverse, mais surtout descends du bateau. Descends-en du bateau, c'est juste un moyen. Descends et va visiter l'île par toi-même. Elle me dit, on a un problème ici, nous, a priori, c'est qu'on reste sur le bateau et en plus on se fait la guerre d'un bateau à l'autre. Donc voilà, c'était le premier message de Philomène, qui m'a bien parlé, j'en ai encore des frissons quand je vous en parle. Et j'ai dit, ça c'est intéressant, ça me plaît, ça me touche, ça me transperce. Et on a commencé, évidemment, à avoir des conversations régulières. Alors, pas tant d'elle à moi, mais surtout quand il y avait des présences d'autres personnes. Vous l'avez compris, je suis thérapeute. Donc quand les gens viennent me voir, parfois on a besoin d'avoir des informations qu'ils n'ont pas envie de nous donner, par exemple. Ou alors qui ne vont pas tout à fait... Donc là, on a des informations très claires, même des fois quand ils rentrent, ils ne sont pas encore venus. C'est très intéressant. Donc on a commencé cette relation comme ça, cette relation de guidance. Et alors, je vous le fais évidemment en résumé, hein, parce que ça dure depuis 7 ans, ça continue. Il y a peut-être un an de ça, et j'en ai parlé un petit peu hier pour ceux qui étaient là, elle m'a dit, il faut vraiment prôner aux gens, il faut leur prôner l'abandonnance. Je reparle de ce terme parce qu'il est capital. L'abandonnance, c'est ce sentiment donc de liberté. Pourquoi ? Parce que l'abandonnance, c'est le résultat de l'abandon des peurs qui nous donne de l'abondance, dans tous les domaines d'ailleurs. Dans la richesse de cœur, dans sa vie, sur notre chemin à tous. L'abandonnance. C'est un beau mot, je crois que ça résonne bien. Donc je prône l'abandonnance depuis. Ne vous faites pas de soucis. Si vous abandonnez vos peurs, vous allez avancer. Alors, bien sûr, il y a eu un certain nombre d'enseignements et de discussions avec Sainte Philomène. C'est assez étonnant. Je vais vous en donner une autre qui me tient à cœur. Au cabinet, j'avais des parents qui sont venus avec des enfants pour des terreurs nocturnes. Des terreurs nocturnes. Et la même semaine, comme par hasard, encore que le hasard, des enfants qui donc se réveillaient, mais des jeunes, hein, 8-10 ans, peur de la mort. Peur de la mort à 8-10 ans. Moi, à 8-10 ans, je me rappelle, je jouais aux petits soldats. Bon. Pas de jugement, hein, bien sûr. Donc quand les gens m'appellent, en fait, est-ce qu'on peut les aider ou pas ? Et en général, j'ai tout de suite la réponse, le sourire, ça veut dire, ouais, vas-y. Puis en général, quand ils appellent, de toute façon, c'est qu'ils doivent venir. Bon, alors maintenant, je ne me pose plus la question. Et donc, ces familles sont venues à mon cabinet avec les enfants. Sauf qu'une fois que j'ai pris le rendez-vous, je me suis dit, bon, comment on va faire ? Parce que s'ils ont peur de la mort, ben c'est bien, mais comment expliquer la mort aux enfants ? Elle m'a dit, bouge pas, je t'explique. Alors, dans la relation qu'on a, que ce soit avec Philomène ou d'autres guides, hein, parce que depuis, il y en a eu bien d'autres, il y a beaucoup d'humour, énormément d'humour. C'est pas du tout ce qu'on croit, en fait. En fait, ce que je croyais, moi, ou ce qu'on peut bien nous dire. Ce sont des gens très dans la joie. D'ailleurs, Philomène m'a donné quelque chose d'important. Elle m'a dit, dans la vie, il y a 4 fondations, 4 fondements. Il y a l'amour, il y a la paix, il y a la lumière et il y a la joie. Elle me dit, bon an, mal an, les hommes, ils ont à peu près tout. Ils trouvent à peu près de la lumière, de la paix. Mais la joie, c'est plus difficile. Elle me dit, pourquoi vous faites jamais les choses dans la joie ? Une fois, je me suis fait tirer les bretelles comme ça. Je vous expliquerai après. Bon. Donc elle me dit, je vais t'expliquer la mort pour les enfants et tu vas leur expliquer ça, tu vas voir. Bon, je dis, ok. Donc je vais vous le livrer. Si vous avez des enfants, et même des parents qui font des terreurs nocturnes. Elle me dit, je vais t'envoyer des images. Ça fonctionne beaucoup comme ça, avec des images. Je dis, ok. Première image, magnifique image, une grande salle, très grande, très blanche, très éclairée, avec beaucoup de brouillard. J'ai dit, tiens, on est en Bresse. Non, elle n'était pas en Bresse. Et elle me dit, qu'est-ce que tu vois ?
Je dis, bah, je vois une grande pièce blanche, éclairée, avec du brouillard. Elle me dit, hum, hum. Elle me dit, le brouillard, je t'explique, c'est parce que c'est pour que tu comprennes qu'il y a de l'air dans la pièce. Elle me dit, maintenant que tu as compris, je te l'enlève. Donc, deuxième image, même pièce, sans le brouillard. Troisième image, la même pièce, avec des ballons de baudruche. Des centaines de ballons de baudruche qui s'envolent vers le ciel. Elle me dit, qu'est-ce que tu vois? Je dis, bah, je vois des ballons de baudruche qui s'envolent vers le ciel. Elle me dit, pourquoi ils s'envolent vers le ciel? Ben, je lui dis, parce qu'il y a de l'air dedans, il s'envole. Elle me dit, est-ce que tu le vois, l'air dedans? Ben, je lui dis, non, je le devine à la forme. Elle me dit, oui, c'est juste. D'accord. Quatrième image. Elle me dit, regarde bien. Elle me zoome, parce qu'en médiumnité, on est capable de zoomer sur un fil. Hein. Elle me zoome sur un ballon, petit ballon de baudruche, rouge. Et le ballon se perce et le ballon tombe. Elle me dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, comme j'ai beaucoup d'humour, je dis, ben, là, on ne peut plus jouer avec. Elle me dit, non, c'est juste. Maintenant, je vais te poser une question, me dit-elle. L'air qui était dans le ballon, où se trouve-t-il? Ben, je lui dis, dans la pièce. Elle me dit, tu en vois plus que tout à l'heure? Ben, je lui dis, non. Elle me dit, ben voilà, c'est comme ça que tu vas expliquer la mort aux enfants. Le ballon, c'est le corps, et l'air, c'est l'âme. Et tu verras, avec ce principe-là, tu peux expliquer ça à tout le monde, de toute confession, de toute religion, de toute croyance. C'est très simple. Alors, elle était beaucoup plus loin avec cette explication-là. Hein. Elle m'a dit, c'est très bien comment je travaille, donc je vaporise des fois des huiles essentielles, etc. Elle m'a dit, tu aurais mis de l'huile essentielle, regardez bien la métaphore, dans le ballon. Bien, quand il serait percé, tu aurais senti l'huile essentielle à l'endroit où le ballon s'est crevé. Mais si tu reviens 10 minutes après, tu verras toute la pièce sans l'huile essentielle. Pourquoi? Parce que justement, lorsque le corps n'est plus là, on retourne à l'unité. Et donc, il y a le partage des informations. Voilà comment, par exemple, Philomène m'a demandé d'expliquer la mort aux enfants. C'est ce que j'ai fait, évidemment, en essayant de bien respecter tout ça. Mais vous voyez, c'est ancré, en fait. Hein. On a parfois des messages ou des gens qu'on rencontre qu'on oublie. Ceux-là, on ne peut pas les oublier, c'est très clair. Et mes enfants c'était très, très soft. Mais ce qui était très intéressant, c'est que pour les parents aussi. Parce que du coup, il faut dire qu'il y avait deux cas de décès dans leur famille pas sympas, notamment un assassinat. Et les parents m'ont rappelé en me disant, c'est bien, et maintenant ils dorment la nuit. Et c'était le but, vraiment. Donc voilà, pour le premier message de Philomène. Bien sûr, on a continué à travailler, à collaborer. Et on travaille toujours en collaboration. Enfin, c'est toujours elle qui travaille, moi, je collabore. Et donc, un jour, elle m'a parlé donc, du 7e sens. C'est quand même un petit peu le titre de la conférence. Alors, moi, je suis comme tout le monde, je me suis dit 7e sens. Alors, attends. 3, 4, 5. Je crois que c'était le 6e. Elle me dit, non, il y en a un 6e qui existe déjà. Je dis, ah bon? Elle me dit, oui, la proprioception. La proprioception. Le fait de ressentir partie de ses organes, on connaît ça en somesthésie, en kinesthésie. Ah, je dis oui. Oui. Elle me dit, oui, quand tu as une crampe, c'est pas du toucher, de la vue, de l'odorat, donc c'est bien un sens. Et elle me dit, regarde bien, c'est tout à fait logique, parce que si tu ne sentais pas chez toi, comment tu veux sentir chez l'autre? En fait, c'est d'une logique toujours implacable, c'est une simplicité d'une logique implacable. Donc elle m'a expliqué le 7e sens. Le 7e sens, en fait, c'est un sens que tout le monde a. Et c'est aussi pour ça que je suis là devant vous aujourd'hui. On entend trop parler de dons, je trouve. D'ailleurs, à ce sujet de dons, une fois je lui ai demandé, elle m'a dit, tu sais, le don que tu peux faire aux gens, c'est leur donner l'information. Et parce que sinon, ils vont aller chercher un stylo dans la trousse du voisin alors qu'ils en ont plein les poches. C'est dommage. Ce sens-là, comme tous les autres, il est présent chez tout le monde. Après, on l'utilise. D'abord, on le sait pas. Si vous ne savez pas que vous avez le stylo dans la poche, vous êtes tenté d'aller demander un stylo à quelqu'un d'autre. Donc déjà, leur dire qu'ils l'ont. Après, on a envie, on n'a pas envie. C'est la notion de libre arbitre, quand même, en tout cas là, on l'a.
Parce qu'on a tout à fait le droit de dire « moi, j'ai pas envie ». Ou je le fais pour moi, ou pour le voisin, j'ai pas envie de le faire pour tout le monde. On a parfaitement le droit. Mais il ne peut y avoir de libre arbitre qu'en connaissance de cause. Si vous ne le savez pas, quand même dommage. Donc si je suis là aussi aujourd'hui, c'est pour vous dire oui, vous avez ça. C'est-à-dire qu'en fait, je vais vous expliquer ce que c'est que le 7e sens, vous allez voir. C'est en fait les 6 premiers sous forme intuitive. On va dire ça comme ça. Donc on sait qu'on peut très bien voir sans les yeux, on peut sentir sans qu'il y ait une odeur dans l'air, on peut avoir un goût, on peut avoir une texture, on peut ressentir chez l'autre ce qui ne va pas avec ses mains. Il suffit juste de déplacer sa conscience à un endroit précis. L'intention et la conscience. Sa conscience et la conscience collective. Parce qu'on ne peut pas, évidemment, travailler seul. On n'est pas tout seul, heureusement. Mais dit une fois, tu sais, vous êtes comme les cellules d'un grand corps. Vous êtes toutes les mêmes cellules d'un grand corps. Donc quand une cellule est réparée, les autres s'en portent mieux. Ben oui, c'est logique. Donc 7e sens. Elle m'a dit qu'il faut vraiment faire expérimenter ça aux gens. Parce qu'en parler, bon. Alors aujourd'hui, on ne va pas faire des expérimentations, parce que c'est quoi qu'on aurait pu. Non, je ne vais pas. Peut-être pas aujourd'hui. Mais sachez que, en tous les cas, c'est juste une question de volonté et de prise de conscience. On parle souvent de visualisation d'aura, par exemple. Et j'ai des gens qui viennent me voir, des stagiaires ou autres, qui me disent, mais attendez, l'aura, il faut avoir fait de la méditation pendant des années, il faut avoir, vous vous rendez compte, ou alors il y en a qui me parlent de l'appareil photo Kirlian, qui effectivement peut faire ressortir des champs morphiques. Ouais. En gros, il faut 30 secondes pour commencer à percevoir un aura ou une aura. C'est juste la façon de regarder. Si vous regardez avec vos yeux, vous ne verrez pas. C'est le sens qui nous altère le plus, les yeux, hein, je l'ai dit hier déjà. C'est celui qui nous trompe le plus. Parce que ça passe par le cerveau, donc par le mental, donc il y a un filtre déjà d'analyse à la base. Or, ce qu'on nous demande, nous, c'est une certaine vacuité, c'est-à-dire de laisser la place. Quand on transmet un soin énergétique, en fait, on doit être là, mais on doit juste faire la place. D'ailleurs, elle m'avait donné aussi une autre image que je vais vous donner. Si vous reliez 2 ordinateurs entre eux, on est à l'ère de l'ordinateur, vous mettez un câble entre les deux. Bon, imaginons que simplement, parce que c'est un peu ce qu'on fait en soins énergétiques, en tout cas ce qu'on fait nous, que vous soyez le câble. C'est sympa un câble, vous avez remarqué, ça tombe jamais en panne. Bon. Eh bien, si le premier ordinateur transmet un virus au second, ou l'inverse, le câble, lui, il marche. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, là, en l'occurrence, il n'y a pas de virus. Hein, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut toujours s'exclure du schéma de façon à laisser la place au reste. Donc du coup, il faut couper évidemment le mental. L'abandonnance. Ça va avec ça? Personne ne dort? Non, ça va. Alors, ouais, alors je fais les choses sérieusement, mais je ne me prends pas au sérieux et je trouve qu'il faut vivre avec de la joie, quoi. On ne vit pas assez dans la joie. Vous vous rendez compte de ce qu'on perd? Et puis alors souvent en médiumnité, c'est pareil, parce que je vais vous parler de médiumnité aussi un peu, quand même. Cette fameuse médiumnité que tout le monde a. Ils vont repartir, hein, tous se dire, ouais, j'espère. En fait, c'est une prise de conscience, simplement. Et puis, si je prenais quelques exemples, je suis sûr que ça vous est tous arrivé. Je veux dire, à un moment donné, vous pensez à quelqu'un, le téléphone sonne, c'est marrant, c'est lui ou elle. Non? Ou alors, vous allez dans un endroit et vous dites, bah, c'est quand même bizarre cette affaire. Je ne connais pas l'endroit, j'y suis déjà venu. Non? Eh oui. Alors Philomène, moi, elle me raconte que en fait, c'est parce qu'on se promène sur le ruban. J'aime beaucoup cette expression, se promener sur le ruban. Le ruban, ce serait en fait un ruban où il y aurait toutes nos vies, passées, futures. Donc évidemment, comme on est très 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 curieux, en général, on va plutôt se promener après. Donc du coup, si c'est pas trop longtemps avant que l'événement se produise, donc on se dit, bah tiens, je connais, bah oui, on y est déjà allé. En sortie astrale, programmée ou non, volontaire ou non d'ailleurs, la nuit ou pas. On va moins voir, mais des fois on y va aussi, c'est intéressant. Je me rappelle une patiente qui était sur ma table et en fait c'est très intéressant parce que du coup, moi j'ai toujours besoin de preuves. Et en fait on voyait la même image en même temps.
Et c'était une image d'une vie antérieure de cette dame. C'est très intéressant parce que du coup, on la voyait habillée pareil, elle ramassait des fleurs. C'est très intéressant de pouvoir justement confronter et de se dire, bah voilà, ok, on est en connexion et tout est juste en fait. Donc ça, faites confiance à cette première impulsion souvent. Vous savez, des fois on se dit, oh non, et puis donc on ne le dit pas aux gens, et puis ça arrive. Et on se dit, je le savais. Évidemment que vous le saviez. Faites confiance. Et si vous ne vous faites pas confiance à vous, sachez que vous pouvez leur faire confiance à qui vous voulez d'ailleurs, quel qu'il soit, à tous. Je vous ai parlé de Sainte Philomène. Il y a évidemment beaucoup d'autres guides, beaucoup, empreints de religion ou non. Et ce qui est intéressant, c'est que les énergies qu'on peut capter à ce moment-là sont toutes différentes, de couleurs, d'essences différentes. J'ai un souvenir avec Bouddha, par exemple. Bouddha, quand on a cette connexion-là, c'est un truc qui m'a transpercé aussi, parce qu'en fait, c'est pas qu'on voit quelque chose. Alors, on voit des montagnes, des animaux, des gens, beaucoup de couleurs, des brins d'herbe. Mais en fait, c'est très étrange parce qu'on ne voit pas. On est le brin d'herbe, on est la montagne, on est la fleur, on est. Et il y a vraiment cette reliance-là, on fait partie. Là, vraiment, on est dans le tout de suite. Très intéressant, je trouve, la connexion à Bouddha, qui est très joyeux, très plein de couleurs. Alors, il n'y a pas de questions encore? Non, tout va bien? Parce que moi, j'aime bien que... Ouais, ça va? Alors, je vais vous parler un petit peu aussi de médiumnité. Parce que, du coup, oui, ce qu'on appelle la médiumnité, d'une manière générale, d'ailleurs, vous irez voir les définitions dans le Larousse, c'est intéressant. Ça a évolué. Je trouve que c'est intéressant hein, quand même, parce que du coup, dans le temps, on avait une définition qui disait qu'on mettait le conditionnel sur l'activité d'un médium. C'est quelqu'un qui canaliserait, d'accord? Les nouvelles définitions, c'est une affirmation, c'est intéressant à aller voir. Allez voir sur Wikipédia aussi. Alors, la médiumnité, on pense toujours que c'est toujours avec nos défunts. Ok, je vais essayer de ne pas trop l'employer ce mot-là. Sauf que la médiumnité, c'est la connexion à d'autres mondes, d'autres dimensions. Donc effectivement, dans ce domaine-là, on a des défunts, d'une part, on a les guides, puis on a d'autres êtres exogènes. C'est très étonnant d'ailleurs aussi ça. Mais bon, je ne peux pas vous parler de tout. En tout cas, moi, la médiumnité, je voulais vous expliquer comment ça m'était arrivé la première fois, parce que ça peut vous arriver. Peut-être ça va vous arriver, et peut-être ça vous est déjà arrivé. Alors hier, il y avait des gens dans la salle, je me suis dit, oh là là, alors c'est très marrant, parce qu'on voit tout de suite, c'est très amusant. Donc la première fois, j'étais donc en consultation, en transmission de soins énergétiques, ce qui était déjà bien, quoi. Hein. Bon. Et là, au début, j'avais donc la salle de cinéma s'ouvrait, et je m'étais aperçu que quand, à gauche, les personnages qui étaient dans ma gauche, dans mon champ de vision, étaient des défunts, et les personnages à droite étaient plutôt des guides. Ah, je me suis dit, tiens, bon. Mais avant de comprendre ça, il a fallu la première expérience. La première expérience, j'avais donc une patiente sur ma table, qui s'appelle Alex, et qui est toujours, dont on est toujours en connexion et on est toujours en relation. Et je fais le soin, etc., etc. Et j'ai une image qui m'arrive, une image très marrante d'ailleurs. Je vois un monsieur qui devait être grand comme ça dans mon champ de vision intérieur, tout petit, avec une casquette, et il me faisait signe comme ça. Alors je le voyais comme si j'étais en haut, lui en bas, petit, avec une tête marrante, on aurait dit un peu Popeye. Je tiens. Alors j'ai dit, pauvre, t'es en train de péter un câble. Alors après Sainte Philomène, j'ai dit, c'est bon. Sainte Philomène, c'était bien déjà, mais alors ça, je comprends pas ce que c'est en fait. C'était très présent. Alors la première image, on la repousse un peu, on refait la vacuité, puis l'image, elle revient. Évidemment, vous n'avez rien demandé, donc elle vient. Et bon, je dis, qu'est-ce que je fais avec ça, quoi? Est-ce que je lui dis pas? Puis, je me suis rappelé de ce que dit mon beau-père. Il me dit toujours, tu sais, Laurent, un moment de honte est vite passé. Bon, si ça lui dit rien, c'est pas grave, on passera à autre chose.
Mais moi, j'avais besoin de savoir ce que c'était quand même. Bon. Alors, je dis à celle-là, mais j'ai écouté. Alors, sur la pointe des pieds, hein, si je vous décris un monsieur avec une casquette, alors, je vous le disais tout à l'heure, on peut zoomer, hein, on peut vraiment zoomer sur un fil. Hein. Et la casquette, elle était quand même verte, verte bouteille, avec des fils rouges et jaunes, ocre un peu, là. Vous savez. Et, alors, je dis, voilà ce que je vois. Je vois un monsieur qui me fait signe, avec une casquette, voilà comment est la casquette, et il a une tête marrante. Et là, elle me dit, ah, mais oui, mais bien sûr, c'est mon grand-père, on l'appelait Coquin, il avait une drôle de tête. Ah oui, alors je comprends mieux, là. Et il me dit, oui, oui, en fait, c'est mon grand-père qui m'a élevé, et il est décédé il y a 2 ans. Ah, alors là, vous avez vu le film Itinéraire d'un enfant gâté? Ne jamais avoir l'air surpris, vous voyez le truc? Bon, alors rester, oui, c'est normal, tout ça. La première fois que j'avais ça, j'ai dit, bon, pas affoler le monde, hein. Mais je dis, bon, alors au moins, ça m'explique ce que je vois. Et pendant la même séance, juste un peu après, et c'est là où c'est très intéressant, je trouve, il y a eu une deuxième image d'une dame, mais très très proche de moi, bien plus proche. J'avais presque la tête dans ses cheveux, en fait, dans la vision, et tout habillé en violet. Bon, alors, vous savez, moi j'appelle ça l'effet boule de neige. Alors après, on a retranscrit ça dans les stages. L'effet boule de neige, c'est quand vous commencez à prendre confiance. C'est-à-dire que vous avez un premier ressenti, on vous dit, mais oui, mais oui. Donc du coup, ça s'ouvre, parce que les peurs s'en vont encore un peu plus. Donc deuxième image. Et je dis, bref, fort de ma première expérience, je lui donne la deuxième. Et je lui explique ce que je vois. Voilà, une dame, habillée en violet, avec des cheveux blancs. Elle me dit, oui, c'est ma maman, elle est partie il y a 3 mois. Bon. Alors là, je me suis dit, bon, il y a un truc qui se passe quand même. On a fini la séance, et puis, bon. Alors il fallait que je digère un petit peu ça. Pour en revenir à mon ami de départ, je lui avais toujours dit, écoute, toi tu t'occuperas de ce qu'on appelle les défunts, et puis moi je vais m'occuper des vivants. Ça m'allait bien, hein. J'ai rien demandé du tout. Hein. Sauf que, un jour, Philomène, avec beaucoup d'humour, m'a dit, oui, mais je t'explique. C'est un package, ce que j'expliquais hier soir. Quand tu reçois ça, c'est un package. Après, et ça c'est important de l'entendre, sur les 6 premiers sens, on n'est déjà pas tous égaux. C'est-à-dire que si je vous faisais tous sortir dans la rue, là, maintenant, et vous faire écouter, juste avec l'oreille, hein, basiquement, eh bien on s'apercevrait d'une chose, c'est que tout le monde n'entend pas la même chose, et pas dans la même priorité, hiérarchisation des choses. Et peut-être certains vont entendre 15 bruits différents, d'autres vont en entendre 4. Pas pour autant qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, mais simplement c'est le sens, déjà, au sens premier du terme, qu'il aura le plus développé, avec lequel il sera le plus à l'aise. Donc elle m'a expliqué dans le 7e sens, c'est pareil. Comme ce sont les 6 premiers à l'état intuitif, on a des gens qui vont plutôt avoir des images, d'autres qui vont avoir plutôt du son, d'autres qui vont être plutôt dans le soin, etc., etc., etc. D'autres qui vont pouvoir déplacer leur conscience plus facilement. Ce que j'expliquais en aparté hier, c'est que en stage, on fait des déplacements de conscience. Alors, j'ai pas voulu appeler ça des sorties astrales, parce que ça fait super, super, super important et super, super, super dur. Déplacement de conscience, on va se promener dans les appartements des autres. C'est très marrant. Mais avec juste une petite mise en bouche, quoi. Mais c'est justement, on n'attend rien. N'attendez rien. Hein. Vous savez, Coluche, il disait un truc, il disait Dieu, c'est comme le sucre dans le café. Oui, dans le sucre dans le café. Plus tu le cherches, moins tu le trouves. Hein. J'aimais beaucoup Coluche. Je l'aime beaucoup d'ailleurs. Voilà, première expérience de médiumnité qui donc m'a fait prendre un peu confiance dans ce sujet-là. Mais je me suis dit, bon, on verra si un jour ça recommence. Et ça a recommencé, évidemment, depuis 6-7 ans. Je vais vous donner quelques exemples. Il y en a qui sont très marrantes. Oui, je pensais à cet exemple-là. Il faut que je vous explique ça. Je suis allé une fois chez une de mes patientes, puisque je fais de la géobiologie donc, chez les gens. Géobiologie qui consiste à harmoniser, on va dire, les lieux avec leurs habitants et de rendre, on va dire, l'ambiance sympathique. Et cette dame avait son mari qui était en fin de vie, avec une maladie foudroyante. Et donc il était allongé, bien sûr, sur le canapé quand j'y suis allé. On a fait la géobiologie. Et d'ailleurs, elle était super contente parce que ça faisait des semaines qu'il ne parlait plus.
Et avant de partir, il a eu 1 heure de lucidité où il a pu parler avec sa femme, lui dire au revoir, etc. Et il est parti. Donc les médecins nous ont dit, c'est la première fois que je vois un départ aussi serein dans les yeux de sa femme, en fait. Bon. Et comme ce cas, je suis souvent touché aussi par les gens, et puis Philomène me dit, va à l'enterrement. Bon, alors j'y vais, hein, vous savez, moi. Donc je vais à l'enterrement, bien que ce ne soit toujours pas mon truc, vous l'aurez compris. Un enterrement qui était un enterrement, pas à l'église, donc en funérarium, etc. Et il va, à partir de ce moment-là, il va se passer des trucs incroyables, ou plutôt croyables. J'expliquerai pourquoi je dis ça tout à l'heure. Avec cette famille-là et avec cette personne-là. D'abord, vous savez, quand vous passez, vous allez signer un livre, vous avez déjà fait ça? Sincères condoléances, patin couffin. C'est pas très sympa, enfin, mais on ne sait pas quoi mettre. Il faut être un peu... Elle me dit, ok, écoute-moi, tu mets cette phrase-là, tu vas voir, tu comprendras après. Oui, ok. J'écris ma phrase et elle me dicte. Elle me dicte. Un soleil de plus brille dans la nuit et ses rayons vous accompagneront toute votre vie. Je dis, c'est vachement bien, j'aurais jamais trouvé ça tout seul. Je l'écris, amicalement, Laurent. Bon, et je sors. Ben, je la remercie, évidemment. Sauf que c'était pas fini. On sort, on est en hiver, hein. Il neige à Louhans. C'est rare. Même s'il y a du brouillard, la neige, c'est plus rare. Gris le temps. Donc on se retrouve dans la cour du funérarium. Évidemment, la famille proche sort en dernier, ce qui est logique, avec ses enfants. Et là, quand la famille proche sort, un trou dans le ciel, un rayon de soleil sur eux. Ils n'avaient pas lu encore le bouquin, enfin le registre. Et j'entends la fille qui dit « Ah, ça c'est papa qui nous fait un coucou ». D'accord, ok, ça va, j'ai compris. D'accord ? D'ailleurs, sur mon chemin en rentrant au cabinet, j'étais venu à pied, j'ai trouvé des petites plumes blanches. On parlait des plumes blanches aussi. Hein. Bon, ça ne s'est pas arrêté là. La dame est venue à mon cabinet à peu près 1 semaine et demie après. Et elle est sur ma table, parce que voilà, c'est comme ça que ça se passe, on fait le soin énergétique. Et son mari vient nous parler un peu, et alors lui, il m'envoie des images. Des images curieuses, quoi, quand même. Vous n'avez pas fait ça, quand même je ne vais pas donner son prénom, mais vous n'avez pas fait ça, quand même. Elle me dit, comment ça? Je dis, écoutez, il me montre dans son cercueil, il me montre, vous avez mis des boulons, des chaînes, qu'est-ce que vous avez fait? Ah, elle me dit, oui. Je vous explique, mon mari, à chaque fois qu'il trouvait quelque chose, il disait, ça, je le garde, ça peut servir. Alors elle me dit, quand il est parti, je lui ai tout mis dans le cercueil. Vous voyez qu'on peut rigoler avec... je vous assure, on peut rigoler. Et lui, il était mort de rire. Pardon. Ah si, quand même, il se marrait. Hein, si. Et c'était très léger, contrairement à ce qu'on peut croire. C'est très léger. Parce qu'ils ont ça. Ils sont comme ils étaient avant, hein, sauf sans le corps, quoi, c'est tout. Et encore, ils ont un corps, quand même. Ils ont même le touché. Hein. Bon. Voilà, ça c'est une... Et alors, avec cette famille-là, j'ai vu évidemment, quand c'est comme ça, j'ai vu le fils, la fille. Et je voudrais vous reparler des plumes blanches. Les oiseaux sont des messagers. Et ils sont utilisés très très fréquemment dans les contacts, des défunts. Dans cette famille-là, je leur avais dit, vous allez trouver des plumes blanches, parce qu'on me l'avait dit. Alors évidemment, on est en Bresse. Alors ça aide pas, hein, parce que vous allez en Bresse, le premier truc que vous voyez, c'est des poules blanches. Hein. Alors pour être sérieux là-dedans, si vous voulez... Bon, alors ça, évidemment, son épouse a trouvé des plumes blanches. Bon, j'ai envie de dire, c'est un peu normal. Bon, et par contre, ce qui était plus intéressant, c'est qu'ils ont 2 enfants. Un qui habite à Lausanne, déjà moins le pays du poulet, et une qui habite dans le 77, vous savez, dans un immeuble, au 4e étage, etc. Et là, moi, ça me fait penser à Bigard, la chauve-souris, vous savez ? Parce que la fille qui habite dans le 77, elle a trouvé une plume blanche sur son paillasson, quand même. Donc je ne dis pas, l'oiseau, il a fallu qu'il ait le code aussi, enfin, etc. Quoi. Et le fils a trouvé une plume blanche également chez lui, à Lausanne, dans son cabinet, parce qu'il a un cabinet. Voilà.
Donc ça, j'ai plein de plumes blanches pendant qu'on est dans les plumes blanches. Je vais vous donner un autre exemple, très étonnant de médiumnité, qui m'est arrivé avec une amie qui est laotienne. Elle perd son papa, et donc elle me demande est-ce que tu peux soulager ma maman, lui faire un soin, la détendre. Je précise que sa maman donc, est laotienne, mais elle parle un dialecte qui est vraiment, vous savez, là-bas il y a beaucoup de dialectes différents, et en Chine elle a un dialecte vraiment très particulier, mélangé avec du laotien, enfin, bref. Donc sa maman vient, et on fait le soin. Alors, la première des choses, ça ne m'est pas arrivé souvent, ça, première des choses qui s'est passée, c'est que d'abord j'ai entendu parler chinois. Bon, alors, il a été sympa parce que c'était 3-4 mots. Hein. Donc je me suis dit, en phonétique, je vais répéter ça, on va voir. J'ai répété ça, elle s'est relevée, elle a fait des grands yeux comme ça, et il paraît que ça voulait dire « coucou, je vais bien ». Le tout dans son dialecte chinois. Je n'ai jamais, évidemment, même sous la contrainte, jamais parlé chinois. J'ai du mal avec l'anglais. Donc ça, pour moi, je veux dire, il n'y a pas d'autre... Comment voulez-vous expliquer ça? Bon, d'ailleurs, je ne cherche pas à l'expliquer, je m'en fiche. Je donne, je transmets. Donc c'était un bon moment. Et puis en même temps, Philomène, à ce moment-là, me dit, tu lui dis bien, ils vont trouver des plumes, ça va être étonnant. Bon, je dis d'accord, je lui dis. Et donc mon ami, donc, au moment de la crémation, parce qu'il a été donc, incinéré, ils sortent donc de la pièce de crémation, et il y avait une grande pièce aveugle, c'est-à-dire sans fenêtre. Avec pas de meubles, vous savez, ce genre de pièces, ça fait un peu sas, quoi, où les gens attendent, et donc il n'y a pas de meubles. Et la famille proche part en premier, et devant eux, mais vraiment devant eux, c'est pas une, c'est 15-20 plumes blanches qui sont tombées d'un coup. Voilà. Donc là aussi, c'est quand même de l'inexplicable, mais donc du coup, par rapport à ce qu'on disait hier soir, c'est quand même un peu quelque chose qui prend forme là d'un seul coup sous les yeux. Hein. C'est intéressant, moi je trouve. Donc elle est venue me le redire, parce qu'elle aurait pu aussi ne pas me le dire, mais bon. En général, les gens, quand ils ont des signes comme ça, qui sont préannoncés, on va dire, ils reviennent me le dire. Elle était toute contente, évidemment, quoi. Voilà pour ces exemples de plumes blanches. Je vais continuer avec quelques exemples de médiumnité. Vous me dites quand on est... je ne sais pas qui est détenteur du temps. 10 minutes 5 minutes 15 Ok. Je vais vous donner des cas... je vais vous donner 3 cas qui sont des cas énormes de médiumnité. J'ai un monsieur qui vient à mon cabinet, je me rappellerai toujours, un grand monsieur. Déjà, moi, je ne suis pas petit. Je le regardais comme ça, ce qui est quand même assez rare. Et puis grand, large, enfin bref. Voilà. Il rentre, il s'assoit. La plupart du temps, je ne sais pas pourquoi les gens viennent. Donc je leur demande pourquoi ils sont là. Et là, il me dit, écoutez, voilà, je n'y crois pas. J'adore. Je n'y crois pas, mais il paraît que vous pouvez parler avec les défunts, donc je suis venu voir. Ok. Des fois qu'on a un coup de peau. Alors là, je suis toujours embêté quand c'est comme ça. D'ailleurs, c'était le premier cas où on n'a fait que de la médiumnité, c'est-à-dire il est resté assis, moi aussi. Bon, alors je suis très embêté parce que, en fait, la médiumnité, c'est pas quelque chose qu'on va chercher. En général, c'est elle qui vient. Donc, que dire? Alors, je commence à ramer. Alors, je vous explique. En général, on transmet des soins énergétiques en guidance, et puis parfois, des fois, on a des gens qui viennent ou pas. Et là, le gars, il a un super petit rictus, et là, il se dit, c'est bien ce que je pensais. Il vient quand même de Lyon. Hein. J'ai écouté, on va voir, on verra bien. Donnez-moi le prénom de votre épouse. Et il me dit, ok, c'est Marie-Claude. Et là, il se lève, et j'ai dit, non, rasseyez-vous. Marie-Claude était là, tout de suite. Alors, immédiatement, un truc de... Alors, je précise que ce monsieur, je ne le connais pas. Je ne sais pas d'où il... Enfin, si, il m'avait dit qu'il venait de Lyon, mais c'est tout, quoi. Marie-Claude, moi, je ne la connais pas. Et ça, c'est important pour moi. Quand il y a de la médiumnité, j'ai besoin de pouvoir donner des choses que je ne peux pas savoir. Parce que si moi, je vais voir un médium, et qu'il me dit, votre père, il est dans la lumière, il va bien. Ok. Je vais lui dire, écoutez, venez voir mon fils, il a 14 ans, il sait faire. Ce que je veux vous dire, c'est que pour moi, pour les gens aussi, mais pour moi, j'ai besoin d'avoir une preuve que ce sont bien ces gens-là. Donc, et en plus, j'ai affaire quand même à un pseudo-sceptique.
à la base, pseudo, mais quand même. Et là, alors je lui dis, non, rasseyez-vous. Et je lui dis, bon, alors attendez, est-ce que votre femme, elle est bien comme ça, physiquement? J'ai pas de photo, hein. Il me dit, oui. Alors là, déjà, on commençait à voir, voilà. Donc je lui ai décrit. Et vous voyez, quand j'en parle, je la vois, en fait. Ça aussi, c'est un truc, il faut vraiment que vous le sachiez, hein. Quand on a établi un contact avec voilà, une autre dimension, avec un défunt, avec qui que ce soit, en général, vous retrouvez dans la mélasse des fils, là, vous retrouvez votre chemin. Donc, merci à elle. Donc, Marie-Claude, en fait, était là. Une femme assez corpulente, avec des chiens. Enfin, vraiment, c'était elle. Et puis, je lui dis, bah, dites donc, elle a un sacré rire. Parce qu'elle rigolait, puis elle était toute secouée en rigolant. Alors, il me dit oui. Et nous voilà partis à discuter avec sa femme pendant à peu près 20 minutes. Alors, je lui dis, bah, écoutez, vous avez vu votre... Dans ma tête, hein, parce que pas à voix haute, mais je lui dis, bah, écoutez, vous avez vu votre mari, il croit quand même pas trop, alors il faut me donner des trucs, hein, des billes. Hein, parce que... Elle me dit, d'accord. Elle me dit, dites-lui que j'ai retrouvé Nanou. Nanou, N-A-N-O-U. Si on voulait interpréter, ce qu'il ne faut surtout pas faire en médiumnité, on pourrait se dire, tiens, c'est un chat, c'est... je sais pas. Bon, alors je lui dis, et c'est comme ça qu'il faut faire, tel quel, le mot précis. Ne déformez rien, ne gardez rien, c'est pas pour vous, si ça arrive. Je lui dis, bah, elle a retrouvé Nanou. Et là, il commence à pleurer. Il me dit, Nanou, c'est comme ça qu'elle appelait sa maman. Pas tout le monde appelle sa maman Nanou. Hein. Bon. Donc j'ai commencé à lui donner un mouchoir. Et puis ça a continué. Elle me dit, parlez-lui de mon doudou. Alors ce monsieur, il a à peu près une 50aine d'années. Mon doudou, alors je me suis dit, c'est peut-être comme ça qu'elle l'appelait. Mais je lui dis pas. Ça, c'est mon mental. Oui, ok. Elle me dit de vous parler de son doudou. Et là, il redouble. Parce qu'il me dit, je vous explique, elle était à l'hôpital. Et il n'y avait que elle et moi qui savions qu'elle avait un doudou pour enfant avec elle, dans le lit. Tous les soirs, il repartait avec le doudou, tous les matins, il ramenait le doudou. Pour pas que les infirmiers, tout ça, se moquent d'elle, etc. Bon, c'était pas mal. Donc on a discuté comme ça pendant 20 minutes à peu près. Et puis au bout de 20 minutes, c'est elle qui a pris la parole. Elle me dit, attendez, alors on était en train de discuter, puis attendez, elle me dit un truc, elle me dit, voilà, écoutez, maintenant je vais vous dire pourquoi il est venu, parce que ce grand bétail, il ne va pas vous le dire. Bon, allez-y. Alors que, gros silence, parce que du coup, lui, il attendait, voilà. Elle me dit, voilà, moi je suis parti il y a 2 ans, et il a rencontré quelqu'un. Il veut savoir si je suis d'accord. Mais oui, qu'il y aille. Mais elle est bien. Comme ça, avec un sourire, une joie. Donc je lui ai dit, alors là, on a fini le paquet, quoi. Hein. Vous voyez, ces moments-là, je les échangerai contre rien. Vraiment contre rien. À la fin, quand il est parti, c'est la première fois que je faisais un câlin à un grand costaud. C'était très bizarre. Et il me dit, vous savez, je vais vous dire un truc, j'y croyais pas bien, mais il me dit, vous avez répondu à des questions que je ne vous ai même pas posées. Voilà. Et ce qui était génial aussi, et ça j'insiste aussi là-dessus, c'est qu'il ne faut pas que ça devienne de l'addiction. Hein. La médiumnité, telle qu'on nous la sert, c'est pour faire passer un cap aux gens, c'est pour qu'ils aillent mieux, c'est pour qu'ils comprennent que ça continue, mais pas pour qu'ils viennent toutes les semaines. Ce monsieur, je l'ai vu une fois, c'est génial, je l'ai jamais revu. J'ai eu des nouvelles parce qu'il a vu mon émission Anurea et il m'a remercié. Et il va bien. Alors oui, dans les explications qu'elle m'a données, elle m'a dit « Oula, dites-lui, il vient de racheter un truc à Villefranche, là, il y a quelqu'un au niveau du boulot, ça va pas du tout. Il est en train de se faire enfumer. » Donc moi, je savais pas qu'il venait d'acheter un truc à Villefranche. Hein. Voilà, ça me revient pendant que je vous en parle. Donc ce monsieur est reparti, il faisait 1m50 de plus. Donc il passait plus dans la porte, déjà qu'avant, voilà. Et donc du coup, j'ai eu son beau-père après. Son beau-père qui venait d'Avignon, avec un petit accent avignonnais. Et là, c'est pareil, on a eu des messages complètement pour le papa donc de Marie-Claude, et qui à la fin a essuyé une petite larme, il me dit « Vous allez finir par me faire croire à tout cela !» C'était magnifique, c'était magnifique. Pas que j'ai envie de faire pleurer les gens, hein, loin de là, mais c'est que le message qui est transmis à chaque fois apaise. Ça, c'était le premier grand cas où aussi je ne suis pas passé par une transmission de soins énergétiques, c'était vraiment en direct. Ce que moi, je n'osais pas faire avant d'ailleurs. Maintenant, je commence un peu, j'y vais doucement. J'ai eu 2 autres cas, l'été dernier, des cas incroyables. Et je vais vous en parler parce que c'est... Alors, je voudrais dédier cette expression-là à un copain qui est parti, qui s'appelle Patrick, et je vais vous faire rire juste avant de vous raconter ces 2 cas-là, qui me dit non, moi je dis plus incroyable, je dis croyable.
Je dis d'accord. Petite anecdote avec Patrick, il est décédé et sa fille est venue en soins dans mon cabinet. Et pendant qu'elle était là, je reconnais en plus sa voix, alors que d'habitude je ne reconnais pas les voix. Il me dit « Ah, Laurent, il faut que je t'explique. » Il me dit « Ils ont failli me faire tomber quand ils m'ont trouvé. » Je dis « Comment ça ?» Ben, il me dit « Oui. » Il me dit « Alors moi j'étais à côté de mon corps, ils ont failli me faire tomber, j'ai essayé de me rattraper, mais je ne suis pas arrivé. » Il me dit ça comme ça. Alors je dis ça à sa fille. Elle me dit « Ben non. » Elle me dit « Ah si, les pompiers, quand ils sont venus avec le brancard, ils l'ont mis sur le brancard. Il y en a un qui s'est pris le pied dans le tapis et il a failli... » Et lui, il me racontait ça, quoi. Lui aussi, il était mort de rire, Patrick. Il me dit « J'ai pas pu me rattraper. » Sacré Patrick. Voilà. Les deux autres cas. L'été dernier, j'ai eu un appel d'une de mes patientes qui avait pris rendez-vous et qui me dit « Écoutez, Laurent, je laisse mon créneau pour une dame qui en a plus besoin que moi. » Elle m'en dit pas plus. Pour un monsieur, pardon, alors en fait, c'est deux cas différents, mais pour un monsieur qui a vraiment besoin de ça. Bon, je dis OK. Le jeune homme vient. Il vient au cabinet, et je ne sais, comme pour le monsieur de tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi il vient. Et il me dit, voilà, j'ai perdu ma fiancée quelques semaines auparavant. Il devait se marier. Et elle est partie avec sa sœur aussi. Les deux sœurs sont décédées dans un accident de voiture. Et voilà, il paraît que vous les entendez. Voilà. Donc on va faire le soin, même précaution d'usage avant. Et là je capte sa fiancée qui en fait a été enterrée avec sa robe de mariée. Donc vous imaginez, c'est quand même lourd au niveau, voilà, le pauvre. Et ce jeune homme, en fait, il a 25 ans et il a une barbe naissante là, voilà, un petit, voilà. Alors, je ne peux pas le faire avec les deux mains, mais la première image que j'ai de son amie, elle me fait, mais c'est quoi ça? Bon, alors je refais le geste, hein, parce que même les gestes, il faut les refaire. Et je dis, elle me dit, c'est quoi ça? Et lui, il me dit, ben ouais, effectivement, elle ne voulait pas que j'ai la barbe. Donc déjà, bon. Donc là, ça fait boule de neige, hein, l'effet boule de neige, c'est la prise de confiance, la canalisation s'élargit, et j'ai d'autres infos. Et c'est un cas dont j'avais entendu parler dans les médias, parce que c'était près de chez nous, dans l'Ain. J'avais pas plus d'infos que ça. Puis, Et là, elle me dit, remerciez-le bien, il a arrêté la procédure, c'est bien, c'est ce qu'il fallait faire. Donc je lui livre l'info, hein, moi. Et là, il commence aussi, lui, à un petit peu avoir les yeux rouges, parce qu'il me dit, je vous explique, c'est qu'en fait, j'avais entamé une procédure donc, de mariage posthume, à titre posthume, puisque les bans étaient déjà publiés. Donc il avait le droit de le faire. Et puis il était revenu sur son choix. Et donc elle me disait, oui, il a bien fait de le faire. Ça va le libérer lui, puis moi, ça va me permettre aussi d'aller un peu mieux. D'accord? Et puis on a eu plein d'informations à ce moment-là, hein, sur l'accident, par exemple. Des choses qu'on ne pouvait pas savoir. Alors, oui, elle me dit, avec beaucoup d'humour, elle me dit, dites-lui aussi que je ne pourrais pas faire comme dans Ghost. Vous avez vu le film Ghost, hein, quand la pièce, là, elle se lève. Elle me dit, je ne peux pas le faire. Ça, je n'y arrive pas pour l'instant, donc je suis désolé. Et lui, évidemment, il se marre, parce qu'il s'était toujours dit, s'il nous arrive un truc, on fera comme dans Ghost. Hein, donc on fera le truc de la pièce. Évidemment, je ne peux pas le savoir non plus. Hein. Plein d'informations. Elle lui dit qu'il faut que son téléphone, c'est trop tard. D'accord. Son smartphone, elle le donne à son frère. Plein d'informations comme ça. Bon, et on reste avec elle un quart d'heure, 20 minutes. Et voilà, le jeune homme s'en va. Évidemment, il n'est pas moins triste, mais il va quand même mieux. Et après, j'ai eu ses parents. J'ai eu les parents donc, des deux jeunes filles. Vous imaginez, elles perdent deux filles en même temps dans un accident de voiture. Quand même pas simple. Hein. Et bien là, c'est pareil. On a eu les deux filles et on a eu des détails sur l'accident. On a eu plein de choses. Des détails très très précis. Hein. Parce que sa mère voulait savoir comment s'était passé l'accident. Vous savez, il y a toujours des enquêtes. Et là, elle me dit, mais non, cherche pas, maman, ça va servir à quoi? On va pas revenir. Hein. On peut discuter comme ça, mais pourquoi? Elle nous a quand même donné des éléments. Enfin, la voiture avait été percutée par la droite. Et elle m'a dit un truc, cette jeune femme, que je peux citer. Hein. Si je vous donne les prénoms, c'est parce que j'ai l'accord des familles. Hein. D'ailleurs, j'en avais parlé sur Nurea et ils étaient en ligne quand on a fait l'émission.
Laetitia, qui était à droite, donc la future mariée, me dit, ouais, je suis partie en première. Pas de douleur, hein, rassurez-la, pas de douleur, c'était violent, mais... Et elle me dit, j'ai attendu ma sœur. Et moi, je ne savais pas du tout comment ça s'était passé. En fait, la sœur a été placée dans le coma pendant quelques temps, et très peu de temps, en fait. Et, après, ils sont partis. Ils sont passés toutes les deux. Voilà. J'ai ensuite eu le frère de ces deux jeunes filles. Et donc, ce lien est très, très fort. Même en termes de communication avec elles, c'est très fort. C'est un contact très fort. Voilà pour ces deux jeunes femmes. Puis j'en terminerai, et ensuite on passera aux questions si vous en avez. Avec ce cas, toujours été 2016. Une autre de mes patientes me dit, écoutez, il faut que vous preniez cette dame, c'est trop important, moi je viendrai plus tard. Même scénario. Bon. Et là j'ai deux dames qui arrivent, une dame qui s'assoit ici devant moi, mais à ma gauche, et sa sœur à ma droite. Et cette dame, je lui demande, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et là elle s'effondre. Mais littéralement s'effondrer, c'est-à-dire sur mon bureau, effondré. En pleurant, elle ne pouvait pas parler. Sa sœur m'explique qu'elle vient de perdre son fils, Baptiste, dans un accident de voiture, choc frontal également. Baptiste avait 21 ans. Et elle est effondrée. Alors là, je m'adresse à Philomène, parce que du coup, on fait quoi? Elle me dit, écoute, parle-lui de nous. Commence à lui parler de nous. Alors je commence à parler un petit peu ce que j'ai fait avec vous tout à l'heure, de nous. Et elle commence à se relever un petit peu. Et au bout de, même sans qu'on s'en aperçoive, il y a des choses qui arrivent, des informations que je lui donne. Elle me dit, mais comment vous savez ça? Et oui, c'était lui qui était là. Je précise qu'on était un mercredi. L'enterrement de ce jeune homme, c'était le vendredi, il n'était pas enterré. Et là, il me dit des choses très très précises aussi. Il me dit, voilà, il faut que je t'explique. Moi, j'écrivais de la musique. Je faisais de la musique un peu genre slam. Mais il me dit, mais attends, on va lui donner plein de trucs pour qu'elle sache que c'est bien moi. Il me dit, fais-lui le geste. Alors il me dit, ouais, beau gosse. Comme ça. Avec beaucoup d'humour, hein. J'ai fait le geste à sa mère. Mais oui, c'est lui, quoi. J'avais pas de doute. Et là, c'est pareil. On a donné. Il me dit, c'est bien. Elle a préparé les musiques qu'elle a mis, c'est bien. C'est exactement celle que j'aurais prise parce qu'elle a mis du rap dans l'église. Elle a bien fait. Enfin voilà. Et j'avais des informations qui étaient fluides, quoi, en fait. Hein. Bon. Donc, je vous assure, quand les deux femmes sont reparties, d'une femme qui était effondrée, elle est repartie. Elle était droite. Évidemment, pas joyeuse, mais droite. Et elle me dit, écoutez, je sais que ça va bien se passer. Et rien que ça... Bon, ça ne s'est pas arrêté là avec cette histoire-là. C'est que la nuit qui a suivi, j'ai eu le message qu'il fallait que j'aille à l'enterrement. Donc je suis allé à l'enterrement. Ce qui m'arrive pas souvent, puisque c'est que la deuxième fois avec l'autre cas que je vous ai cité. Donc à Louhans. Alors vous savez, moi je ne connais pas trop ces choses-là, mais j'en ai pas eu trop. Quand vous arrivez dans un endroit où vous n'êtes pas de la famille, vous n'êtes pas des amis, vous allez au fond, évidemment. Quelle légitimité on peut avoir à être ailleurs. Donc j'étais vraiment en dernière position. Et on se rappellera d'une parole, les derniers seront les premiers. Ce qui fait qu'au moment de bénir le corps, on n'est pas obligé de le faire, évidemment. Mais enfin bon, j'étais là, quoi. Je dis ok, j'y vais en premier. Bon, alors j'y vais en premier. Voilà. Et je bénis le corps. Donc on a le prêtre qui est là. On a le cercueil qui est à 1,50 m. Et j'ai la maman qui vient me voir, qui me fait un grand câlin. Ça, je vous le livre parce que c'est quand même assez étonnant. Dans l'oreille droite, elle me dit « Comment il a trouvé la cérémonie ?» Dans l'oreille gauche, j'entends « Oh, pas mal, mais trop de chichi. » Je lui dis ça, elle a éclaté de rire devant le cercueil, quoi, et devant les gens aussi. Elle me dit « Ouais, c'était bien lui, il avait que ce mot-là à la bouche, les chichis. » Oh, pas de chichi. Voilà, et donc on est sortis, et elle a pu accompagner son fils jusqu'au cimetière de façon droite. Voilà, et donc la dernière mission que j'avais faite à Nurea TV, elle m'a remercié aussi. Enfin, elle est venue témoigner, et donc j'ai l'accord, hein, bien sûr, pour en parler, et pour donner les vrais prénoms, sinon j'aurais tout changé. Voilà les quelques exemples que je peux vous citer. Au niveau de la médiumnité, en fait, c'est quasiment tous les jours, en fait. Hein. Pas tout le temps, mais de plus en plus. Mais pas cette médiumnité de démonstration. C'est une médiumnité presque de soin.
Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de dire « Ah, vous avez vu, j'entends », je m'en fous complètement, parce que tout le monde peut le faire en plus. Donc, en plus, je le dis. Mais non, c'est que les gens se sentent mieux, parce qu'ils sont apaisés après. Voilà. Voilà pourquoi je voulais témoigner devant vous. Et surtout aussi, vous dire que ça peut vous arriver, et surtout, n'ayez pas peur. La peur, ça vous empêche de tout. Les peurs vous bloquent dans nos vies. Parce que je me mets dedans aussi. Voilà, je vous remercie.